faut que je vous parle de mon gars Freud. Alors oui, je sais que vous connaissez certainement un peu mon gars Freud, que ce soit sur l'inconscient, sur le complexe d'Oedipe, ou peut-être même son rapport à la coke. Mais faites comme si vous n'en connaissez rien, parce qu'on va recontextualiser tous ces éléments, et aussi d'autres. Sigmund Freud, né Sigismund, était un juif autrichien, ça a son importance, et médecin neurologue. Déjà ça, est-ce que vous le saviez? Pendant ses études, il va s'intéresser notamment aux organes sexuels des anguilles. Donc déjà, sa première approche de la sexualité, c'est par rapport aux mollusques ou je ne sais pas à quelle famille appartiennent les anguilles. Les anguilles, l'idée. Ça paraît logique. Mais ce n'est pas tout ce qui intéresse ce dépravé de Sigismund. Dans le début des années 1880, on découvre une molécule qui a les mêmes propriétés que la morphine, la caféine, la codéine, la chloroquine. Cette plante, c'est la feuille de coca. Freud va donc étudier la cocaïne. Couper la coca des coups, regarde-moi couper la coca des coups. Coca, la coca des coups, j'en ai besoin, j'arrête pas de chasser la moule. Oh. Et il va la chercher la moula, le jeune Freud. Parce qu'il voit dans cette substance un moyen de devenir célèbre. Faut pas lui en vouloir, à l'époque il n'y avait pas de télé-réalité. Il s'interroge sur la façon dont la cocaïne peut aider à guérir des troubles psy. Par exemple, est-ce que ces effets énergisants ne peuvent pas aider à lutter contre la dépression? Ou, autre exemple, est-ce que ces effets anesthésiants ne peuvent pas aider à lutter contre l'addiction à certains antidouleurs? T'es sûr de toi, Sigmund? Freud en consommera lui-même pendant 1 an. Et durant cette même année, il se trouve qu'un de ses collègues fait face à une addiction à la morphine suite à une opération du pouce. Freud est persuadé que la cocaïne pourrait l'aider à sortir de son addiction. Je répète, t'es sûr de toi, Sigmund? Donc il lui prescrit de la cocaïne. Je t'assure, tu devrais y réfléchir. Du coup, il a développé une addiction à la cocaïne. Et bah voilà, je le savais. Par ailleurs, son collègue et ami devenu cocaïnomane redeviendra morphinomane. Il décédera quelques années plus tard à l'âge de 45 ans. Et sans doute que ses addictions y ont joué un rôle. Mais pour l'heure, Freud a besoin d'un peu d'air. C'est juste une question de survie. Il va parfaire sa formation en France. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Freud se rend à Paris où il apprend auprès du professeur Charcot. On en parlait dans un Meryl est fou. Auprès de lui, il apprend comment les patients hystériques sont traités à l'hôpital. Pour Charcot, l'hypnose est un moyen de reproduire l'état maladif des patients hystériques. D'ailleurs, aujourd'hui encore, on associe l'hystérie aux femmes. Mais pour Freud, il y a plus d'hystérie masculine que ce qu'on imagine. Plus tard, il retournera en France, mais cette fois à Nancy. Il découvrira une autre manière de considérer l'hypnose. Ambroise Auguste Liébaud lui apprendra que ce n'est pas l'hypnose qui guérit, mais la manière dont le médecin dirige le patient pendant l'hypnose. C'est ce qu'on appelle la suggestion. Ça aussi, on en a parlé dans un autre Meryl est fou. Puis, mon gars Sigmund retourne à Vienne, avec des idées plein la tête. Si on n'arrive pas à trouver une origine organique à l'hystérie, peut-être que la cause est à chercher ailleurs que dans le corps. À cette époque, il travaillait avec un ancien à lui, Joseph Breuer. Il avait rencontré Octave dans sa période sexe, drogue et rock'n'roll. Ensemble, ils vont publier en 1895 les études sur l'hystérie. Ils y développent l'idée que le soin de l'hystérie est peut-être à chercher dans la parole. Il y a un cas resté célèbre dans ces études sur l'hystérie, le cas d'Anna O. En vrai, elle s'appelait Bertha Pappenheim, c'était une juive orthodoxe et une féministe très abolitionniste. On peut donner son blaze, elle est morte en 1936, l'eau a coulé sous les ponts. Son nom est tellement resté célèbre dans les cercles psychanalytiques qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'une des premières patientes de Freud. Mais pas du tout! Freud, il la connaît autant que vous et moi. Il en a juste entendu parler par son gars. C'est une ancienne patiente de Breuer qui qualifiait sa méthode thérapeutique de cure par la parole. Et, bien qu'on pourrait le croire, les ingrédients ne sont pas encore réunis pour concocter notre bonne vieille psychanalyse. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre. Et un peu de sucre en poudre? Non. Ah? Bon.
La psychanalyse s'est créée sur l'autel de plusieurs sacrifices. D'abord, l'hypnose là, de Charcot, de Liébaud, de Bruyère, tout ça, ça dégage. Et ensuite, il y a une idée bien à lui à l'époque qu'il va aussi sacrifier. La théorie de la séduction. Alors, quand les psychanalystes disent théorie de la séduction, faut pas imaginer un date Tinder qui finit en nuit Netflix and chill, hein. Non, non, non. Les autres, ils vont trop croire qu'on rentre ensemble. Mais on s'en fout des autres. Ouais, on s'en fout, c'est vrai. La théorie de la séduction chez Freud, c'est l'idée que l'hystérie vient d'un abus sexuel, d'un viol sur une personne prépubère. L'hystérie, c'est la faute des pointeurs. À l'époque, Freud, il entend ses patientes raconter les agressions qu'elles ont subies étant enfants. Et il se dit que sans doute ces souvenirs étaient tellement traumatiques qu'ils ont été refoulés et sont rejaillis plus tard sous la forme de symptômes hystériques. Le gars, il a vécu un MeToo seul dans son cabinet. Il se met à regarder en bizarre tous les darons, y compris le sien, et les voir comme des potentiels pédocriminels. Sombre. Il y a un cas resté célèbre, qui n'a pourtant jamais publié. Le cas d'Emma. Il s'agit d'Emma Eckstein, une militante féministe qui le consulte pour des douleurs intestinales et une dépression liée à ses règles. On connaît ce cas via des lettres que Freud envoyait à son ami Wilhelm Fliess, un médecin ORL qui a une idée bien à lui. Selon lui, certaines névroses qui causent des symptômes dans l'organe génital féminin viennent en fait du nez. Quoi ? Alors Freud va lui adresser Emma pour qu'il puisse l'opérer puisqu'elle a des problèmes liés à ses règles. Et il va bien l'opérer. Enfin, bien. Il va l'opérer. Et, tête en l'air, il va oublier du matos dans son nez. En fait, Fliess va complètement la saccager et Emma en aura des traces sur le visage. Mais bien qu'il soit au courant de cette faute médicale grave, c'est pas ce qui va causer la rupture entre Freud et Fliess. C'est pourquoi, dans sa lettre du 21 septembre 1897, on peut lire une phrase restée célèbre. « Je ne crois plus en ma neurotica. » Freud a perdu la foi. Elle ne brûle plus au fond de lui. Il va se dire « Et si tous ces viols que me racontent mes patientes n'étaient pas réels, mais fantasmés ?» Voilà. Maintenant qu'on ne croit plus la parole des victimes, là, tous les ingrédients sont réunis pour fonder la psychanalyse. Elle est née, la divine psychanalyse. Et pour chanter son avènement, Freud va s'entourer d'un gang de gars sûrs. Et j'insiste sur le mot « gars ». En 1902, il s'entoure de quelques disciples et crée la Société psychologique du mercredi. Une bande de joyeux drilles, tous médecins ou psychothérapeutes, qui se réunissent les mercredis soirs pour se raconter des histoires effrayantes en analysant leurs patients, mais aussi eux-mêmes. Ils se racontent les conflits qui les tiraillent, leurs traumatismes, leurs fantasmes, leurs souvenirs. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons d'ailleurs de certains de ses disciples. Je dis ça, je dis rien. La Société psychologique du mercredi durera quelques années. En 1907 déjà, on veut la changer en ouvrant le Boys Club aux femmes. 2 médecins s'y opposent. En 1908, on change complètement le déroulé des réunions, tout le monde n'est plus obligé de parler, donc on n'a plus un tour de parole tiré au sort dans une urne grecque. Oui, le gang avait des pratiques étranges. Freud dissout la Société psychologique du mercredi en 1908 pour fonder la trilogie du samedi. La Société psychanalytique de Vienne. En parallèle, Freud construit un modèle de la psyché humaine. Il se divise en conscient, préconscient et inconscient. Le conscient, c'est ce que la personne a à l'esprit à l'instant T. Le préconscient, c'est ce qui n'est pas conscient là tout de suite, mais qui peut le devenir la seconde d'après. Et l'inconscient, c'est ce qui n'est plus accessible à la conscience. L'idée, c'est qu'il y a des représentations, des images, des souvenirs qui ont été refoulés, mis hors du champ de la conscience pour protéger l'appareil psychique. Mais si la représentation est inconsciente, comment peut-on la retrouver, me demanderez-vous? Et c'est le questionnement qui va animer Freud dans cette période. Il va chercher des traces des représentations inconscientes. Les oublis, les lapsus, les souvenirs écrans. Puis, au début du XXe siècle, il découvre la voie royale vers l'inconscient.
les rêves. En 1900, il publie l'interprétation des rêves. Pour lui, les rêves sont la représentation symbolique des désirs inconscients. Analyser les rêves nous donne accès à ces désirs inaccessibles. Alors, vos rêves nous dévoilent lesquels de vos désirs inavoués? Si les rêves sont un moyen d'accès à l'inconscient, reste encore la question de savoir comment des désirs et des représentations deviennent inconscients. On l'a déjà dit, il y a un mécanisme à l'œuvre, le refoulement. Et il y a un concept central chez Freud qui consiste en un refoulement massif. Le complexe d'Oedipe. Ah c'est bon, on y est. Bon bah vite fait, hein, on a d'autres choses à voir. Je pense qu'un bon moyen de résumer le complexe d'Oedipe, c'est de parler de la manière dont les enfants apprennent la différence des sexes et la différence des générations. Après tout, l'enfant est un être humain. Donc il a de l'amour et de la haine envers ses parents. Mais ce qui est spécifique au complexe d'Oedipe, c'est la façon dont l'amour pour l'un va alimenter la haine pour l'autre. C'est-à-dire que, au moment où il apprend la différence des sexes, l'enfant se dit qu'il épouserait bien son parent. Mais il découvre qu'il ne peut pas épouser son parent puisqu'il est déjà marié à son autre parent. Et en plus, il n'est pas assez grand, il ne peut pas rivaliser face à l'autre parent. Donc, il va falloir remettre ça à plus tard, cette question du mariage. Il va falloir refouler ces sentiments ambivalents. Et on en reparlera quand on sera plus grand. Bon, ça reste un schéma du début du XXe siècle. Hein. Depuis, on ne vit plus vraiment dans la même société. Le mariage n'a plus la même prépondérance. Il y a des familles monoparentales, homoparentales, enfin bref. Vous voyez l'idée, hein. Allez, passons à la suite. Donc, il existe des représentations inconscientes. Ok, cool. Et ces représentations, il n'y a que les autres ou... Bon, maintenant que tu poses cette question totalement inattendue, c'est vrai que parmi ces représentations, il y en a certaines qui sont des représentations de la personne elle-même. Freud parle de narcissisme. Et dans cette période, il y a un truc qui pète. La Première Guerre mondiale. Freud va donc s'intéresser à la guerre, aux névroses de guerre, qu'on appelle syndrome de stress post-traumatique aujourd'hui, et à la mort. Il va remettre totalement en question sa théorie, au point de se demander s'il ne faudrait pas fonder une... En 1920 paraît Au-delà du principe de plaisir. Jusque-là, Freud pensait que ce qui motivait fondamentalement l'humain, c'était le plaisir. Au début c'est facile, hein. On est un bébé et on a tous nos désirs qui sont comblés. On vit sous le régime du principe de plaisir. Puis on apprend petit à petit qu'on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut. Soit on n'a pas assez d'argent, soit on ne peut pas l'avoir tout de suite, soit on peut avoir une chose mais pas une autre. En tout cas, pas les deux en même temps. On vit sous le régime du principe de réalité. Mais si ce qui nous motive c'est le plaisir, qu'est-ce qui fait qu'on s'est tué par millions pendant la Grande Guerre? Quel plaisir il y a là-dedans? Encore une question qui va me permettre d'enchaîner car c'est précisément le questionnement qui habite Freud à l'époque. À la base, il pensait les choses uniquement à partir de la pulsion de vie. Mais là, il va devoir forger le concept de pulsion de mort. C'est ça qu'il appelle l'au-delà du principe de plaisir. Il va devoir repenser le masochisme, repenser l'angoisse et aussi repenser totalement sa conception de l'appareil psychique. On ne parle plus de conscient, préconscient, inconscient. On va parler de ça, de moi et de surmoi. Le ça, c'est le réservoir des pulsions inconscientes. Le surmoi, c'est ce qui se forge dans le complexe d'Oedipe, c'est-à-dire l'ensemble des lois, des valeurs morales qu'on inculque à nos enfants. C'est un peu nos darons en nous. C'est un peu le fais pas ci, fais pas ça. Et le moi, ça va être l'instance qui va devoir trancher entre ce qu'on veut faire et ce qu'on doit faire. C'est un peu l'image de la personne qui a un ange et un diable à chaque épaule. Je veux que je te dise franchement, j'ai un ange à chaque épaule. Mais si de gauche parle trop fort, écoutez le droit, ce que je suis censé faire. Freud fait le bilan calmement en se remémorant chaque instance. Il se questionne sur l'analyse profane, c'est-à-dire l'ouverture de la psychanalyse à des non-médecins. Il se questionne sur la religion et toujours sur la guerre. Il faut dire que la décennie est sombre. Elle s'ouvre sur le krach de Wall Street et l'accession des nazis au pouvoir. Freud et Einstein s'échangent des lettres où ils se questionnent sur l'origine de la guerre et comment l'empêcher.
Mais ce qu'il appelle un malaise dans la civilisation ne fera que s'accentuer. Et le juif qu'il est devra quitter l'Autriche en 1938. Il mourra en 1939, alors que la Seconde Guerre mondiale se lance. La psychanalyse, c'est un champ d'études qui s'ouvre en même temps que le XXe siècle et qui est l'héritière de la psychiatrie moderne, dans le sens où elle trouve son origine en partie dans la médecine et en partie dans la philosophie. Et si elle commence avec Freud, elle va surtout se développer à partir de ses disciples. Et c'est ce qu'on verra dans la prochaine vidéo.